Il y a une faille géante cachée sous la côte ouest de l'Amérique du Nord. Et un jour prochain, elle pourrait déclencher une catastrophe assez puissante pour transformer toute la région en quelques minutes. Elle s'appelle la zone de subduction de Cascadia. Cette faille s'étend sur 1000 à 1100 km, commençant dans le nord de la Californie, longeant l'Oregon et l'État de Washington, et remontant jusqu'au Canada, près de l'île de Vancouver. Cette région active a créé les volcans de la chaîne des Cascades, notamment le mont Saint-Helens, qui est entré en éruption en 1980. D'autres éruptions géantes s'y sont également produites il y a des milliers d'années, notamment celle qui a formé le lac Crater. Dans cette région, profondément sous terre, d'immenses morceaux de la croûte terrestre se poussent lentement les uns contre les autres, avec une plaque qui glisse sous une autre. Normalement, elle bouge très lentement, mais il arrive que certaines parties des plaques restent coincées. Mais ce qui est effrayant, c'est que les plaques continuent de pousser. La pression s'accumule sous terre depuis des centaines d'années. Et lorsque la zone de subduction de Cascadia finira par céder, cela pourrait déclencher l'un des séismes les plus puissants de l'histoire de l'Amérique du Nord. Si cela se produisait, les secousses le long de la côte pourraient durer de 5 à 7 minutes. Imaginez le sol qui ondule littéralement sous vos pieds pendant plus longtemps qu'une chanson entière. Les bâtiments oscilleraient et s'effondreraient, les routes se fissureraient, les ponts s'écrouleraient et les réseaux électriques seraient hors service. Mais ce séisme dévastateur ne pourrait être que le début. Un tsunami colossal pourrait frapper la côte à peine 15 à 20 minutes plus tard. À certains endroits, les vagues pourraient atteindre environ 30 mètres de haut. C'est plus haut que de nombreux bâtiments. Des villes côtières entières situées à l'ouest de l'Interstate 5 seraient inondées ou détruites avant même que les gens n'aient le temps de réagir et d'évacuer. Même des villes situées plus à l'intérieur des terres, comme Seattle, Portland et Vancouver, pourraient également subir de graves dommages. Elles sont plus éloignées de la côte, donc les secousses y seraient probablement un peu moins fortes, mais tout de même assez puissantes pour détruire les bâtiments anciens, les routes, les canalisations et autres infrastructures qui n'ont pas été conçues pour résister à des méga-séismes. De minuscules tremblements de terre se produisent tout le temps sous la zone de Cascadia. La plupart des gens ne les remarquent jamais, mais les scientifiques peuvent les détecter grâce à des équipements sensibles placés dans tout le nord-ouest du Pacifique. Certains de ces séismes sont vraiment inhabituels, comme un type appelé séisme lent. Contrairement aux tremblements de terre normaux qui surviennent soudainement, ceux-ci se déplacent très lentement, profondément sous terre. Le mouvement peut durer des jours, voire des semaines. Personne ne le ressent à la surface, mais loin en dessous, d'immenses sections de roches continuent de se déplacer. Ce qui est étrange, c'est que ces séismes lents se produisent encore et encore dans la zone de Cascadia, généralement tous les 13 à 16 mois. Les scientifiques les surveillent jour et nuit car ils se produisent dans une zone susceptible de générer un méga-séisme dévastateur. L'activité la plus intense est généralement détectée autour du nord de l'État de Washington, de l'île de Vancouver et du nord de la Californie. Cascadia produit également des tremblements de terre réguliers, et certains d'entre eux peuvent être extrêmement destructeurs, car ils se produisent relativement près de la surface. Il y a environ 1100 ans, un puissant tremblement de terre a frappé près de l'actuelle ville de Seattle. Des parties du sol se sont soudainement élevées de plusieurs pieds, et le séisme a déclenché un tsunami. Plus récemment, de puissants tremblements de terre ont de nouveau frappé l'État de Washington en 1949 et en 2001. Les bâtiments ont tremblé, des personnes ont perdu la vie et toute la région a été gravement dévastée. Le nord de la Californie est particulièrement actif en raison de ce que l'on appelle la plaque Gorda. Il s'agit d'une section fissurée de la croûte océanique qui est forcée de s'enfoncer sous terre. La plaque se courbe et se brise littéralement sous une pression énorme profondément sous la côte. Il est intéressant de noter que l'Oregon connaît moins de tremblements de terre que ses voisins. Mais ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle. Dans certains cas, les zones calmes d'une faille signifient que la pression s'accumule sous terre depuis très longtemps. Et lorsqu'elle est libérée, une vague de destruction s'ensuit. Ce que les scientifiques craignent le plus, c'est ce qu'on appelle un méga-séisme. C'est le type de tremblement de terre le plus puissant que notre planète puisse produire, et la zone de Cascadia est tout à fait capable d'en générer un. Nous parlons d'un séisme d'une magnitude supérieure à 9. Ce genre d'événement libère des quantités d'énergie insensées. Un séisme de magnitude 9 libère une quantité d'énergie presque incroyable, bien au-delà d'un séisme de magnitude 7. Et comparé à une magnitude 5, il est difficile d'imaginer la différence. Si un méga-séisme se produit dans la zone de Cascadia, des pans entiers du littoral se déplaceront en quelques minutes. Et il y a un autre détail terrifiant auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Le sol lui-même pourrait soudainement s'affaisser.
Certaines études suggèrent que des parties de la côte de l'île de Vancouver pourraient s'abaisser d'1 mètre à 2 mètres lors d'une rupture majeure de la zone de Cascadia. Imaginez-vous dans une ville côtière, et en quelques instants, le sol sous toute la zone s'abaisse soudainement près du niveau de la mer, juste avant l'arrivée des vagues de tsunami. De manière alarmante, les scientifiques ont déjà observé d'étranges signes avant-coureurs sous terre. En 1999, des stations GPS à travers la région ont détecté quelque chose de bizarre. Sur une vaste zone, le sol s'est brièvement déplacé vers l'arrière d'environ 2 cm. Ce mouvement équivalait à un séisme de magnitude 6,7, mais personne en surface n'a rien senti. Il n'y a eu ni secousse ni destruction. La Terre a simplement bougé sans faire de bruit. Les scientifiques appellent désormais ces événements des séismes silencieux. Même lorsqu'ils se produisent, tout semble parfaitement calme à la surface. Ce qui rend la faille de Cascadia particulièrement terrifiante, c'est qu'une catastrophe s'y est déjà produite une fois. Dans la nuit du 26 janvier 1700, toute la côte s'est disloquée. Au large, en profondeur, la faille de Cascadia a rompu et a déclenché un séisme de mégatrust massif. La rupture s'étendait du nord de la Californie jusqu'au Canada. La puissance du séisme était terrifiante, se situant entre une magnitude de 8,7 et 9,2. Et puis le tsunami est arrivé. Au Japon, les habitants ont même consigné l'événement. Des livres historiques décrivent un immense tsunami s'abattant soudainement sur la côte, mais personne n'avait ressenti de séisme au préalable. Ils l'ont appelé tsunami orphelin, car la source était totalement inconnue à l'époque. Rien d'étonnant, le séisme s'était produit à des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté de l'océan Pacifique. Mais ce n'est pas tout. Le long de certaines parties des côtes de l'Oregon et de l'État de Washington, les scientifiques ont découvert des forêts fantômes, des arbres sans vie, toujours debout dans le sable. Ces forêts ont été ravagées par l'eau salée après que le sol s'est affaissé lors du séisme. Puis le tsunami est arrivé et a tout enseveli sous le sable et les débris. Encore aujourd'hui, à marée basse, on peut voir les souches d'arbres qui dépassent de la plage. Et ce n'est pas tout. Les tribus autochtones le long de la côte du nord-ouest Pacifique ont transmis des récits sur cette nuit-là. Elles ont décrit des secousses violentes lors d'une soirée d'hiver, suivies d'énormes vagues. Ces vagues ont anéanti des villages entiers près du rivage. Seules les personnes vivant sur les hauteurs ont survécu. Les scientifiques pensent que ces récits décrivent le même mégaséisme de Cascadia. Les mégaséismes ne touchent pas qu'une petite zone. Ils déplacent des sections gigantesques de la croûte terrestre. Lors de la catastrophe de l'océan Indien en 2004, une section massive du fond marin s'est soudainement soulevée. La même chose s'est produite lors du séisme de Tohoku au Japon en 2011. Et Cascadia est capable de faire exactement la même chose. Mais personne ne sait exactement quand la prochaine rupture se produira. Mais les experts estiment qu'il y a environ 1 chance sur 8 qu'un méga séisme de Cascadia se produise au cours des 50 prochaines années. Et si cela arrive, le scénario est terrifiant. D'abord les secousses. Le long de la côte, les gens ressentiraient des minutes de violents mouvements du sol. Les bâtiments plus anciens s'effondreraient et les ponts s'écrouleraient. Pire encore, cela déclencherait des glissements de terrain et liquéfierait le sol sous de nombreux quartiers. À certains endroits, le sol pourrait se comporter presque comme de la boue liquide. Des parties du littoral s'affaisseraient soudainement de plusieurs dizaines de centimètres, voire plus d'1 mètre. Et après cela, les gens n'auraient qu'environ 15 à 20 minutes avant que des vagues de tsunami ne s'abattent sur le rivage. Certaines vagues atteindraient 9 à 12 mètres de haut. Certains modèles suggèrent pire encore. Des murs d'eau approchant les 30 mètres dans certaines zones. D'immenses sections du littoral seraient inondées sur des kilomètres à l'intérieur des terres. L'eau ne frapperait pas qu'une seule fois. Vague après vague, l'eau continuerait de s'abattre à l'intérieur des terres pendant des heures. Les routes disparaîtraient et des communautés entières pourraient se retrouver complètement isolées. Pour beaucoup de personnes près de la côte, il n'y aurait presque pas de temps pour s'échapper une fois que les secousses s'arrêtent. C'est pourquoi il est si important d'en apprendre davantage sur la zone de subduction de Cascadia. Si nous ne comprenons pas parfaitement comment les plaques bougent sous la surface à cet endroit, il sera beaucoup plus difficile de prédire où les prochains séismes violents pourraient se produire. Des scientifiques viennent de découvrir que la croûte terrestre sous la mer de Marmara émet des signaux sismiques qui ressemblent exactement à ceux qui précèdent un séisme majeur. Un séisme capable d'ébranler des côtes entières et de propulser des vagues vers des villes densément peuplées. Pendant des années, les scientifiques se sont concentrés sur les ruptures visibles à la surface, parce qu'elles étaient faciles à mesurer et à cartographier.
Mais aujourd'hui, ils ont dressé une carte détaillée d'un immense système de failles sous le fond marin. La Méditerranée se trouve déjà à un carrefour dangereux, où d'énormes plaques tectoniques se rencontrent. Ces plaques poussent, frottent et s'étirent les unes contre les autres, et ce mouvement constant génère un stress colossal. La croûte s'amincit avec le temps, et une croûte plus fine absorbe beaucoup moins bien les contraintes. Le stress s'accumule, la pression monte, et les signaux venus des profondeurs montrent que certaines parties de ce système de failles ont commencé à bouger de manière inhabituelle. La nouvelle carte révèle que les futurs grands séismes pourraient se déclencher aux frontières entre les sections les plus fragiles et les plus résistantes de la croûte, ou le long des bordures de zones à forte résistivité. Ils ont identifié l'un des endroits les plus probables, sous la mer de Marmara. Ce qui rend cette découverte si impressionnante, c'est l'échelle. Les failles du fond marin forment de longs corridors où l'énergie peut s'accumuler pendant des décennies, voire des siècles. Les scientifiques avertissent que cette configuration est exactement celle qui peut produire un super séisme. Un événement sismique massif capable d'ébranler de grandes villes côtières et potentiellement de générer des tsunamis. Un tsunami se forme quand le fond marin se déplace verticalement et déplace d'énormes quantités d'eau. Donc, c'est tout à fait plausible dans ce contexte. L'eau libérée se propage vers l'extérieur en vagues puissantes, capables de traverser des mers entières. La Méditerranée compte des dizaines de littoraux densément peuplés, donc ça pourrait affecter des millions de vies. Justement, zoomons sur Istanbul, la ville la plus grande et la plus peuplée de Turquie. L'énorme faille située juste en dessous ne se comporte pas du tout comme les scientifiques le pensaient. Pendant des années, les experts ont étudié la faille principale de Marmara, une branche de la faille nord-anatolienne qui passe sous la mer de Marmara, et ils craignaient qu'elle ne se rompe d'un seul coup en une rupture monstrueuse. Ce genre de cassure pourrait déclencher un méga-séisme de magnitude 7,5 ou plus. Mais quand les scientifiques ont lancé des simulations informatiques détaillées couvrant plus de 10 000 ans de cycle sismique, ils ont observé autre chose. La faille ne se comporte pas comme une immense fermeture éclair prête à s'ouvrir d'un coup. Elle ressemble plutôt à une rangée de carreaux connectés qui se brisent par section. Et la raison se trouve à des kilomètres sous le fond marin. Ça s'appelle la rhéologie. En gros, c'est comment les matériaux se déforment sous la contrainte, comment les roches plient, s'étirent ou cassent quand on les comprime fort. Sous le centre de la mer de Marmara, d'énormes couches de boue compactées, de sable et de débris reposent sur une croûte plus chaude. Dans ces couches supérieures, les sédiments se déforment généralement lentement et régulièrement, surtout à faible profondeur où la pression et la chaleur interagissent de manière spécifique. Plus en profondeur, les températures élevées affaiblissent les roches. La roche chaude se déforme plus facilement que la froide. Cette chaleur agit comme un frein intégré qui limite la distance de propagation d'une rupture dans la croûte. Quand les chercheurs ont modélisé le cycle sismique en 3D, ils y ont intégré des mesures de flux de chaleur, des données de friction et des détails structurels, puis ont simulé des milliers d'années d'activité. Quand ils ont pris en compte à la fois l'épaisseur des sédiments et les différences de température, le modèle a enfin collé avec l'histoire, y compris les puissants séismes de 1766 et 1912. Et aucun des événements simulés n'a dépassé une magnitude de 7,3. Ce niveau de secousse peut effondrer des bâtiments, fracturer des infrastructures et provoquer des glissements de terrain. Mais c'est bien différent du scénario catastrophe d'une rupture continue d'un bout à l'autre de la côte. En fait, les différentes sections se comportent de manière différente. Les segments occidentaux produisent des séismes plus réguliers, avec des événements de magnitude 7,2 environ tous les 150 ans. Les sections orientales génèrent des doubles séismes plus petits, des événements successifs entre magnitude 6,2 et 6,8 environ tous les 100 ans, et un séisme de magnitude 7 environ tous les 500 ans. Certaines parties de la faille ne cassent pas du tout, elles glissent. Les scientifiques appellent ça le blissement superficiel, quand la faille coulisse sans produire de séisme majeur. Ça relâche la tension en douceur, un peu comme quand on laisse l'air s'échapper d'un ballon au lieu de le faire éclater. Les mesures GPS et les essaims de petits séismes répétitifs au cours des 20 dernières années confirment ce glissement lent près du bassin central. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Istanbul, une ville de plus de 15 millions d'habitants, assise pratiquement sur ce système ? Un séisme de magnitude 7 ou 7,3 près de la ville pourrait quand même secouer des quartiers entiers, surtout si deux événements puissants frappent coup sur coup. Les infrastructures, les bâtiments anciens et les quartiers denses sont les plus exposés.
La faille n'a pas produit de rupture majeure dans cette section depuis 1894, ce qui signifie plus de 130 ans de contraintes accumulées. Les simulations montrent que des événements majeurs pourraient survenir dans les prochaines décennies. Et puis il y a Santorin, où plus de 28 000 séismes se sont produits en quelques mois seulement, début 2025. La plupart des secousses étaient faibles, mais certaines ont atteint une magnitude de 5, fissurant des murs, mettant les nerfs à rude épreuve et forçant les autorités à fermer des écoles et évacuer des zones de l'île. Et il ne s'agissait pas simplement de plaques tectoniques qui frottent comme d'habitude. Cet essaim se déplaçait. Les épicentres ont migré progressivement vers le nord-est, en direction du volcan sous-marin Colombo, à environ 8 km au large. Cette migration a indiqué aux scientifiques que du magma était en mouvement. Les chercheurs ont estimé qu'environ 300 milliards de litres de magma, de quoi remplir à peu près 120 000 piscines olympiques, ont surgi des profondeurs, à environ 18 km sous la surface. Il est monté rapidement, puis s'est bloqué à environ 3 à 4 km sous le fond marin. Et tout ça se passait le long de l'arc hellénique, l'une des zones de subduction les plus actives d'Europe, là où la plaque africaine plonge sous la région eurasienne. Les séismes migrent souvent dans cette zone, vers les îles voisines. L'histoire le confirme. Les tremblements de terre d'Amorgos, en 1956, ont provoqué des secousses massives et un tsunami dans toute la région. Alors quand 28 000 secousses illuminent le réseau, on fait attention. Cet épisode a changé la compréhension des essaims volcaniques. Maintenant, ils savent que le magma peut fracturer des kilomètres de croûte, remodeler des réservoirs souterrains sans jamais atteindre la surface. Il peut charger le système pour l'avenir sans appuyer sur la gâchette aujourd'hui. Et c'est important, parce que quand le magma bouge comme ça, il modifie les champs de contraintes souterrains et la façon dont les futurs séismes pourraient se développer. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont désormais des outils de surveillance impressionnants, fournissant des données sismiques en temps réel. Des capteurs sous-marins et des mesures de gaz près des évents volcaniques sont intégrés dans des modèles de risque combinés. Si le magma recommence à accélérer vers la surface, les chercheurs le verront et agiront. Et il y a une autre idée audacieuse en matière d'alerte au séisme et au tsunami. Utiliser les câbles Internet sous-marins à cette fin. Près d'1,5 million de kilomètres de ces lignes en fibre optique posées sur le fond marin transportent des données. Mais les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent aussi détecter d'infimes variations des signaux lumineux causés par les vibrations sismiques. En termes simples, quand le sol tremble, le câble le ressent. Et ça pourrait être incroyablement utile, parce que prévoir les séismes, même sur Terre, c'est compliqué. Dans l'océan, ça semblait quasiment impossible, vu qu'on ne peut pas facilement disperser des milliers de capteurs sur le fond marin. Mais ces câbles sont déjà là, ils traversent des fosses profondes et des plateaux continentaux. Si les chercheurs les utilisent comme capteurs, ils peuvent surveiller les mouvements tectoniques en temps réel, sur d'immenses zones. Pour une région comme la Méditerranée, avec ses failles cachées, ses volcans actifs et ses côtes surpeuplées, ce système pourrait offrir de précieuses secondes ou minutes d'alerte. Quelques secondes, ça paraît peu, mais une alerte précoce permet au train de s'arrêter, aux conduites de gaz de se couper et aux gens de s'éloigner du danger immédiat. Le projet d'utilisation des câbles à fibre optique pour le fond marin, ou FOCUS en version abrégée, n'a encore alerté personne sur une vraie catastrophe. Mais il a eu 2 fausses alarmes. Il a réagi à un glissement de terrain sous-marin et à des sacs de lest qui ont appuyé sur les câbles. Ça prouve que le système fonctionne et pourrait sauver des vies en cas de danger réel, surtout dans des régions vulnérables comme la Méditerranée. Elle a façonné des civilisations pendant des milliers d'années, et aujourd'hui, la science révèle qu'elle continue de se façonner elle-même. On ne peut pas arrêter les plaques tectoniques ni refroidir les chambres magmatiques, mais on peut comprendre les schémas, réduire la vulnérabilité et concevoir des villes plus intelligentes.